Bonjour famille d'Ifika, bienvenue à notre 5e et avant-dernier atelier en présentiel au sujet de la santé mentale. Aujourd'hui, notre consultante Charlotte va nous parler des habiletés et compétences sociales et aussi des relations saines et comment résoudre les conflits. Merci beaucoup. Bonjour Madeleine, Angela et tout le monde. Bonjour. Alors, comme chère Angela vient de dire, aujourd'hui on va parler des habiletés et compétences sociales parce que c'est ça qui en fait qui détermine les relations saines entre les individus. Et c'est ça qui prévient les conflits. Donc, on peut pas parler d'habiletés et compétences sociales si on ne peut même pas savoir comment entretenir des relations saines entre les individus, comment prévenir, comment résoudre des conflits. Donc, je pense que c'est un bon thème que SIPA a choisi pour vous parce que c'est vraiment des habiletés qu'on doit inculquer aux enfants dès le plus jeune âge. Okay? Alors, pourquoi développer des compétences sociales? Les compétences sociales sont essentielles dans les interactions sociales au quotidien. Alors, ces compétences sociales comprennent la capacité de communiquer efficacement, comprendre les émotions des autres, résoudre les conflits de manière constructive. Donc, je pense que ça c'est tout seul. Alors, pendant cette présentation, nous allons explorer l'importance de ces compétences sociales et surtout en mettant l'accent sur la promotion des relations saines et de résolution des conflits. Donc, je sais que les bénévoles de SICA travaillent beaucoup avec les jeunes, les enfants, et c'est important que dans tous les milieux qui entourent les enfants, les gens commencent à comprendre comment inculquer aux jeunes des valeurs de relations saines, d'habiletés sociales. Donc, les jeunes ne vont pas juste apprendre autour de leur famille, autour des parents. C'est pas juste la responsabilité des parents, c'est une responsabilité sociale, je pense, de tout adulte qui est autour des enfants. OK? Donc, on va parler des relations saines. C'est quoi les relations saines? On dit que les relations saines sont au cœur du développement et du maintien des milieux communautaires, équitables, bienveillants, et que ça favorise la santé mentale. Donc, évidemment, vivre dans un monde conflictuel où les gens ne se respectent pas, où les gens sont toujours en plein conflit, ça impacte négativement la santé mentale. On peut voir dans le monde dans lequel on est maintenant, où partout il y a des conflits dans les communautés, conflits entre les pays. On peut imaginer comment la santé publique, même la santé mentale est affectée. Alors, je pense que on peut s'attendre à ce que la prévention de tout ça doit vraiment se donner dès le plus jeune âge. Comme à la maison, on éduque les enfants à être respectueux avec les autres, à s'engager, à communiquer avec la communauté, mais de façon saine. C'est vraiment comme ça qu'on va prévenir les conflits dans la vie. Okay? Alors, les jeunes, quand on leur inculque les relations saines, qu'est-ce qu'ils gagnent? Ils apprennent et à comprendre, à apprécier les différentes perspectives et identités de leur environnement social. Donc, un jeune qui grandit et qui apprend à reconnaître l'identité de l'autre, à reconnaître les différences entre les personnes, à apprécier les valeurs et les identités multiples qui l'entourent, va se décentrer de lui-même, va développer de l'empathie et c'est comme ça qu'il va justement apprendre la communication, le respect, le partage. Et ça, c'est la valeur qui est fondamentale pour éviter justement les conflits. Justement, ils vont faire preuve d'empathie, il va écouter, résoudre des conflits avec respect, il va mettre l'accent sur les compétences relationnelles. Donc, la jeune va apprendre à être en relation déjà. Être en relation déjà, c'est une valeur. Parce qu'on n'est pas centré sur soi, dès on prend en considération l'autre, on est déjà en relation. Mais comment entretenir cette relation justement de façon que ce soit pas à sens unique, que c'est pas seulement mes besoins qui soient répondus ou pris en considération, mais que ce que moi je veux, ce que je voudrais, comment je veux être traité, c'est comme ça que je dois traiter l'autre.
Donc, ça s'apprend vraiment, même dès que l'enfant commence à ouvrir les yeux, à comprendre, à socialiser avec son environnement direct, qui est ses parents et sa famille, on doit commencer à lui inculquer ses valeurs. C'est pour ça que les bébés, on lui a dit, s'il vous plaît, merci, je m'excuse. Donc, des valeurs comme ça, c'est vraiment la prise en considération des besoins de l'autre. C'est ça qui développe les relations saines. Ça développe aussi le sentiment d'appartenance. Quand on se sent accepté, quand on voit que notre environnement prend en considération nos besoins, et on commence à se sentir inclus. Donc, on commence à se sentir en sécurité parce que on appartient à une communauté de valeurs, une communauté où on respecte nos identités personnelles, communautaires, sociales. Ok. Alors, c'est quoi l'importance des relations saines? Ça s'explique aussi. Les relations saines sont basées sur le respect mutuel, la confiance et la communication ouverte. C'est ce que je disais. Elles contribuent au bien-être émotionnel et à un environnement social positif. Je viens juste de le dire que la personne, l'individu est entouré d'un environnement qui est d'abord familial, qui devient communautaire, qui devient social, qui devient et si il est respecté dans son environnement de base, il va développer un bien-être émotionnel. Ça va contribuer à un bien-être émotionnel parce que l'environnement est positif. Alors, c'est quoi les caractéristiques des relations saines? La communication ouverte et honnête. C'est normal que si la communication ouverte, ça veut dire que c'est pas une communication à sens unique. Si on veut communiquer ouvertement, on veut exprimer ses émotions, on veut exprimer ses idées et se faire entendre, se faire écouter, mais aussi de façon honnête. Personne n'aime se faire mentir ou se faire truquer ou dès qu'on voit que la communication n'est pas honnête et sincère, ça vient nous déstabiliser dans notre sécurité intérieure. Okay? Ça développe aussi le respect mutuel, limites et des différences. On est à Toronto, on connaît ce que c'est la différence. Ok. Le respect mutuel et limite des différences, ça veut dire chaque personne d'abord est identique. Même à l'intérieur d'une famille, d'une même famille, chaque personne est unique et identique. Alors, si on me respecte dans mon unicité, ok, qu'on respecte mes limites par rapport aux limites qui m'entourent, je vais apprendre aussi à les respecter. Donc, mes droits commencent où les droits des autres s'arrêtent. Donc, on peut pas dépasser, on peut pas se mettre au-delà du confort des autres ou se faire passer toujours en premier. Donc, les limites et aussi la différence est très important de reconnaître ça. Le soutien mutuel dans le bon et les mauvais moments. Quand la relation saine, c'est pas seulement oh, tout va bien, on est cool, on a du fun, on s'aime, tout va bien, la vie est belle. On a besoin aussi de se faire soutenir dans les mauvais moments, surtout dans les mauvais moments. Ok. Les relations saines, c'est vraiment de développer des relations qui développent une sécurité où on va dire si moindrement je me sens pas à l'aise, je me sens pas bien, j'ai un système de support, j'ai un système de confiance qui va me soutenir. Ça aussi, ça développe beaucoup le bien-être mental et physique d'avoir de partager des mauvais moments, mais des bons moments, mais aussi de savoir qu'on dans les mauvais moments, dans les défis, on a un système de support. La résolution des conflits de manière constructive. Il y a pas un monde où il n'y a pas de conflit. Et les conflits, c'est pas nécessairement mauvais si c'est bien pris en charge, si c'est bien réglé. En fait, on dit que les résolutions des conflits, c'est une occasion de grandir. Ok? Si il y a des conflits qui sont pas résolus, où on voit toujours les contourner, les taire, se retirer, ne pas les communiquer, ça crée des conflits non résolus, ça crée des tas de conflits qui sont pas résolus. À un certain moment, ça se résout. Quand ça se résout plus tard, ça devient comme un volcan qui se construit puis qui explose à un certain moment. Donc, l'importance des relations saines, c'est tout ça.
OK? La communication, le respect des différences, le soutien dans les mauvais et les bons moments, la résolution des conflits, c'est très, très important. Sans résolution de conflits, parce que les conflits font partie de notre vie, il faut avoir des habiletés pour résoudre les conflits. C'est ça qui tient les relations sociales. Parce qu'on peut pas toujours s'échapper ou contourner ou se voiler la face parce que il y a une différence, il y a un malentendu. Il faut trouver un terrain d'entente. Et c'est ça qui va construire les relations saines. C'est pas l'absence des conflits qui construit les relations saines. C'est que quand il y a des conflits, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a des habiletés à identifier, à prévenir, puis à résoudre des conflits quand ils sont là? Si vous avez des questions, arrêtez-moi. OK? Si je ne me ratais pas, je suppose que vous comprenez. Mais c'est une discussion. Je sais qu'on parle de tout ça, mais n'oubliez pas que là, c'est vraiment, on parle, je m'adresse beaucoup aux parents, aux adultes qui sont autour des enfants. Donc, ça peut être les enfants dans notre famille, dans nos communautés. Dans le cas de SICA, c'est les bénévoles qui travaillent avec les jeunes. Donc, c'est vraiment de savoir comment c'est la continuité de ce qui s'apprend à la maison, mais comme les jeunes commencent à socialiser, à aller dans des groupes, à l'école, dans des activités, comment est-ce qu'on s'engage dans une communauté, dans une société? Comment est-ce que on prend soin de l'autre? Et comment est-ce qu'on respecte nos limites, on reconnaît les limites par rapport à nos amis? OK? Alors, parlant justement des résolutions des conflits, ce que je disais, les conflits font partie intégrale des relations humaines. Mais leur gestion peut renforcer les liens plutôt que les affaiblir. Voici quelques étapes pour résoudre les conflits de manière constructive. Donc, ce que je disais, c'est que les conflits font partie de la vie. L'important, c'est pas qu'il y a des conflits, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces conflits-là. OK? Alors, identifier le problème. Quand il y a un problème, il faut l'identifier et le reconnaître. OK? Il faut clarifier la source du conflit et les préoccupations de chaque partie. Donc, quand les jeunes, par exemple, il y a toujours, quand on est avec les jeunes, on est toujours en résolution de conflits. C'est comme ça qu'ils apprennent. OK? Parce qu'ils sont de manière, je vois toujours, quand je travaille, des enfants qui sont des enfants uniques, surtout, qui n'ont pas appris à partager, qui n'ont pas appris à se battre avec les frères et sœurs, que tout est construit autour d'eux. Ils ont du mal à résoudre des conflits parce que ils identifient un conflit par rapport à eux-mêmes, à leurs besoins. Mais ils reconnaissent pas le besoin de l'autre. Alors que c'est ça qui crée normalement les conflits. C'est que quand on ne respecte pas le besoin de l'autre, quand on n'attend pas les sentiments de l'autre, chacun se campe dans son camp, dans ses intérêts, et c'est là que le conflit grandit. OK? Donc, identifier le problème, c'est important. Parce que si moi je vois le problème A, toi tu vois le problème B, on peut pas résoudre le problème de la même façon. Il faut voir le même problème. C'est quoi le problème ici? Qu'est-ce qui est à la source du conflit? Maintenant qu'on l'a identifié, il faut écouter attentivement, faire preuve d'empathie, écouter attentivement les perspectives de l'autre. Donc, une fois qu'on a identifié le conflit, qu'on a vu, OK, c'est ça la source de notre conflit, je vais maintenant écouter l'autre attentivement. Oui, je vais parler, je vais exprimer mes besoins, mais je vais aussi écouter l'autre sans nécessairement camper dans mes besoins à moi, dans mes intérêts à moi. OK? Et le faire avec empathie. Faire avec empathie, c'est se mettre dans le côté de l'autre. Quand je commence à attendre les besoins de l'autre, c'est que je mets en pause les miens, puis j'écoute. Parce que si j'écoute avec la perspective de mes besoins, ça va biaiser mon interprétation. Donc, je vais rester centré sur mes besoins. Et les enfants ont tendance à faire ça. Parce que justement, ils n'ont pas encore de la maturité et tout ça. Et c'est le rôle des adultes, justement, de modeler et aussi de faciliter cette résolution des conflits par les étapes. Donc, tant que les gens n'ont pas encore identifié le problème, on peut pas passer à, OK, on va écouter OK, c'est quoi le problème? On s'attend, maintenant comment on va résoudre? On va écouter l'autre. Mais aussi de les apprendre à écouter avec empathie. Comment trouver les solutions? Alors, c'est collaborer pour trouver les solutions qui répondent aux besoins de toutes les parties. C'est très important.
de sortir de son confort, de sortir de ses besoins, d'attendre ce que l'autre veut. Parce que le conflit, c'est que je sens que mon besoin n'a pas été compris, puis personne ne prend soin de ça. Donc, c'est, OK, ton besoin est ça, tu le valides, mais ça n'empêche pas que moi j'ai un autre besoin. Maintenant, comment on peut se rencontrer pour prendre soin de chaque personne sans être laissé de côté ou opprimé. OK? Mettre en œuvre des solutions. On engage des actions concrètes pour résoudre le conflit et prévenir la réapparition. Donc, les solutions concrètes pour résoudre le conflit, ce sont des solutions qui répondent à nos besoins, mais c'est aussi une solution qui n'est pas une solution momentanée qui est à court terme, qui va juste répondre aux besoins du moment, mais qui risque de revenir parce que justement, on n'a pas pris en considération toutes les perspectives. Okay? Donc, il faut voir, oui, on prend une solution, mais est-ce que la solution est utile pour le moment ou c'est une solution qui est durable, qui va prévenir que le même problème revienne? Il faut réfléchir et apprendre à examiner ce qui a fonctionné, ce qui peut être amélioré pour gérer le conflit à l'avenir. Donc, une fois qu'on a trouvé une solution qui est bon pour tout le monde, qui est durable dans le temps, on va voir maintenant quelle est la partie la plus utile, la plus positive de la résolution. OK? Qu'est-ce qui a servi? Qu'est-ce qui a mal fonctionné pour qu'on l'améliore? Parce que l'idée, c'est de résoudre un conflit pour qu'on avance. Le conflit, c'est une occasion d'avancer et de grandir. Quand le conflit revient, ça veut dire qu'on n'a pas grandi. Ça veut dire qu'on n'a pas changé. On n'a pas respecté vraiment les étapes de la résolution des conflits. Il faut aller voir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour pouvoir corriger cette partie. Okay? Alors, les fondements des compétences sociales, c'est quoi? Les compétences sociales reposent sur plusieurs éléments clés. Alors, comme on l'a dit, la communication, c'est très important. Communication aussi efficace, parce que communiquer, c'est pas juste s'exprimer. Il faut apprendre les compétences d'une communication efficace. Alors, c'est quoi? C'est la capacité à exprimer ses pensées. Oui, je dis ce que je pense. Je parle de mes sentiments de manière claire, mais respectueuse. Encore une fois, la communication, c'est pas juste une addition de mots qui sort de notre tête, et puis se défouler, en fait. On communique, oui, ses pensées et ses sentiments pour exprimer son idée, mais tout en respectant l'autre. C'est là que justement on tombe dans les limites sociales. Il faut respecter les limites de l'autre parce que ce qui va faire mal à l'autre va perpétuer le conflit, ne va pas le résoudre. Donc la communication, c'est déjà le fondement de la résolution des conflits. Pourquoi? Parce que si tu communiques mal, l'autre se ferme. Il n'y a pas de réception. OK? Alors, on communique de façon claire et empathique et respectueuse. L'empathie aussi, c'est comprendre les émotions et les perspectives des autres. Si je parle de mes émotions, c'est sûr que je vais dire ce qui me dérange. Je vais dire, c'est pointer l'autre. Donc, c'est à cause de toi, voilà, et tout. Mais si tu te mets à la place de l'autre, d'abord, tu vas pas l'insulter, tu vas parler d'une manière respectueuse parce que tu tiens compte des sentiments de l'autre. Qu'est-ce que mes mots vont faire à l'autre? Mais c'est aussi de dire, cette personne a aussi des émotions. Donc, on est en conflit parce que lui aussi, il a des émotions, il a des besoins qui ont été impactés négativement. Donc, c'est vraiment de se décentrer de soi, puis de dire, on parle du problème, on n'est pas le problème. Donc, on va essayer de se rencontrer quelque part en respectant les émotions de l'autre et les pensées de l'autre, même si c'est différent. C'est différent, c'est peut-être ça nous fait mal, ça nous dérange, mais on ne sait pas d'où cette personne part. Peut-être que lui, dans sa tête, il a raison, et je lui ai fait mal aussi. Vice versa. Donc maintenant, comment on va faire pour que tout le monde se rencontre sur un terrain où les besoins vont être pris en charge? Il y a aussi la capacité, les compétences de gestion des émotions. Normalement, avec les enfants,
on utilise des outils qui s'appellent comme l'échelle des émotions. Normalement, on dit dans le rouge, c'est là qu'on est, parfois on est vraiment fâché. Dans le jaune, c'est là qu'on commence à se sentir mal à l'aise. Et dans le vert, c'est quand tout va bien. Okay? Donc, on dit aux enfants, quand on est dans le vert, tout va bien, on communique bien, tout le monde est content. Quand on commence à sentir, à monter dans le jaune, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui commence à nous déranger. C'est à ce moment qu'on devrait dire, je ne me sens pas bien, je ne suis pas d'accord, il y a quelque chose qui se passe. C'est là qu'on devrait mettre sur le pause et aller voir pourquoi ça me dérange ou exprimer. Non, non, arrête, ça me dérange. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que si on attend, qu'on est dans le rouge, c'est là justement que les émotions sont au plafond et qu'on parle émotionnellement puis qu'on prend pas, on n'est plus dans la communication. On est dans le défi. Donc, c'est là qu'on dit, la gestion des émotions, c'est important de le savoir. C'est savoir identifier, gérer ses propres émotions ainsi que celles des autres. C'est de dire, si je suis dans les émotions, c'est mieux dans le rouge, c'est mieux de retirer, de gérer mes émotions et de revenir quand je peux communiquer avec des émotions qui sont autorégulées. Donc, on s'autorégule, on peut penser, on peut être empathique, on revient dans l'humanité en fait. Parce que quand on est dans l'émotion, c'est juste l'émotion qui parle. Ce n'est plus la pensée, ce n'est plus les compétences. Tout ce qu'on a appris, ça prend le bord. Donc, on peut voir quelqu'un qui dit, mais est-ce que c'est vraiment Madeleine? Non, non, c'est pas elle. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, on voit que la personne n'est plus en contrôle de ses émotions. Et on apprend aux enfants de dire, retire-toi, gère tes émotions, respire, puis il y a toute une catégorie d'outils et de compétences pour gérer ses émotions, s'autoréguler en fait, et revenir dans la zone de négociation. OK? L'assertivité, c'est l'affirmation positive. S'exprimer de manière confiante en respectant les droits et les opinions des autres. Quand on est dans la zone où on s'est autorégulé, on est capable justement d'écouter l'autre sans se centrer sur ses émotions et de partager ses sentiments, ses pensées et même ses solutions de façon calme et respectueuse. Okay? Donc, les fondements des compétences sociales, c'est communication efficace, empathie, gestion des émotions et affirmation positive. L'affirmation positive aussi est dans la communication, c'est dans le style de comment on se tient, c'est en fait comment on s'exprime, ok? Comment on s'affirme. Est-ce qu'on s'affirme en contrôlant? Est-ce qu'on s'affirme avec l'oppression? Est-ce que ou on est dans la zone où on se respecte, on communique et on trouve des solutions équitables. Alors, quelques habiletés sociales. Alors, comment on favorise la communication ouverte? On a vu toutes ces habiletés ou compétences sociales. Comment est-ce qu'on les favorise alors? Bon, on va maintenant dans la pratique des choses. On crée un environnement où les enfants se sentent à l'aise pour exprimer leurs pensées et leurs émotions sans crainte de jugement. Donc, si on veut favoriser une communication ouverte, ça veut dire qu'on est en train de parler vraiment avec son cœur et de façon honnête. Si un enfant se sent insécure, il est dans un environnement où on ne va même pas valider ses émotions. Il y a un environnement, on a parlé de la violence faite aux enfants la fois passée. L'enfant ne va pas communiquer ouvertement s'il se sent pas en sécurité. OK? Donc, il faut créer un environnement. L'enfant, plus il est jeune, plus il communique, il sent son environnement. Et c'est ça qui va impacter son raisonnement, ses émotions. Donc, favoriser la communication ouverte commence par un environnement sécuritaire, ouvert et où on reconnaît, on valide les émotions des enfants. Pratiquez l'écoute active en répétant ce que l'autre personne dit pour montrer que vous comprenez. Donc, les enfants, c'est justement quand on est dans la zone de résolution des conflits, on s'est calmé, on s'est régulé, on vient définir le problème, c'est de pratiquer l'écoute. Je ne sais pas si vous avez vu quand les enfants se chicanent, on va dire, qu'est-ce qui s'est passé? Puis, il n'y a personne qui s'écoute, ils veulent juste ventiler et en fait, je suis la victime, il faut m'écouter et punir l'autre.
et l'autre fait la même chose. Donc, c'est dit, on s'écoute. OK? Chacun son tour, parce que si on parle en même temps, il n'y a rien qui va se passer. Alors, environnement sécuritaire et positif, écoute active. Si je ne me sens pas écoutée, il faut qu'on retourne encore dans la zone d'autorégulation. Parce que sans écoute, il n'y a pas de communication. Écoute active, c'est une des compétences. OK? Respect. Évidemment, apprendre aux jeunes à reconnaître que les gens sont à la fois pareils. D'abord, je ne suis pas supérieure. Je ne suis pas la plus victime de tout le monde. Tout le monde a les besoins. Donc, si on part sur le principe qu'on est égaux, puis que je dois le respect qu'on me doit, déjà, la table est mise. OK? On peut être pareil, oui, on peut se ressembler, on peut avoir les mêmes valeurs, on peut avoir les mêmes affinités, mais aussi on peut être différent. OK? C'est pas une raison d'avoir des conflits. On devrait accepter les différences parce qu'on est unique. Si on se rencontre sur un terrain favorable, tant mieux. Mais si nos différences de pensée, de valeurs, de culture viennent en choc et que ça crée des conflits, il faut respecter que l'autre, que mon malaise ne vient pas, c'est pas la faute de l'autre. C'est en fait ma limite à comprendre l'autre. Donc, si on se met en question, au lieu de mettre l'autre en question, parce que des fois, on refuse de se mettre en question pour dire, par peur de l'autre, la peur de la différence. Je comprends pas, donc je me protège, je mets comment dire, une bulle autour de moi pour me protéger. Pourquoi? Parce que je ne sais pas, j'ai peur d'aller vers l'autre. Alors, je préfère être la bonne personne et c'est la faute à l'autre. Mais si on se dit, OK, je vais voir pourquoi il y a ce conflit, je vais voir pourquoi on est différent. Où est la différence? Où est-ce qu'on peut se rencontrer? Ça veut dire que tu prends en considération l'autre, même si tu comprends pas sa différence. OK? Aider à apprécier la diversité. Toujours dire, on n'est pas pareil. Même dans une même famille, on n'est pas pareil. Alors, on peut avoir différentes valeurs, différentes cultures. Il faut apprécier l'autre. Si tu n'apprécies pas l'autre, si tu n'apprécies pas la culture de l'autre et que tu la minimises ou que tu la regardes de haut, tu ne vas pas respecter cette personne. OK? Et tu ne vas pas avoir de la bienveillance et l'empathie envers cette personne ou sa culture. Donc, avant même de la résolution des conflits et quoi que ce soit, s'il y a un manque de respect, il faut aller voir pourquoi il y a ce manque de respect. Parce que les enfants, c'est pas comme les adultes. Des fois, les adultes, on sont hypocrites. Ils vont sourire, ils vont dire qu'on accepte et puis ils vont le dire dans les coulisses. Ah, j'aime pas ça, je vais juger l'autre, je vais être condamné. Mais les enfants, ils vont toujours le dire. OK? Alors, c'est le moment, c'est l'occasion, c'est pas l'occasion de leur dire, mais tais-toi, on ne dit pas ça. C'est vraiment de voir d'où ça vient. Pourquoi cet enfant, oui. Parce que ça peut être considéré comme un manque de respect. Quoi? Ce que l'enfant va dire en fait. Il est ce que l'enfant veut dire. C'est un manque de respect dans le sens que si l'enfant dit, par exemple, j'aime pas ta couleur de peau, j'aime pas ta nourriture, tu pues et tout ça. Donc, tu le dis d'une façon que ça va faire mal à l'autre. Tu comprends, je veux dire? Donc, si je suis mal à l'aise par rapport à l'autre, à sa culture, à comment dire, à son image, à ses paroles, il y a une façon d'exprimer mes attentes ou son sentiment, son malaise, en tenant compte qu'on est en train de parler d'une personne, de parler de sa culture, de parler de son idée, en fait. Je devrais dire, je suis pas d'accord, je comprends pas, ça me fait mal, mais sans insulter l'autre. Alors, tout explique ça. Là, c'est vraiment dans les compétences de la communication. Il faut que ça soit respectueux. Même si on se sent mal, même si on se sent pas compris, on le dit, on exprime ses sentiments négatifs de façon respectueuse. De dire que je n'aime pas, je ne comprends pas ou je ne suis pas d'accord, on peut le dire de façon respectueuse. Parce que d'habitude, dans la bouche des enfants, ça sort
de façon condescendante. Ok. Ouais, avec des insultes, parce qu'ils n'ont pas les mots pour, nous, comme on le dit les adultes, on a des mots pour contourner, dire une chose, pas tout le monde. Il y a des gens aussi qui n'ont pas de filtre. Je dis aux jeunes, parce que nous, on est en train d'apprendre comment diriger et encadrer les jeunes, mais les adultes aussi. Je pense qu'on a des choses à apprendre. Ok? Et c'est nous qui modélisons. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui. Donc, le respect, comme vous dites, la résolution des conflits, tout passe dans la communication. Et la communication, c'est pas seulement, pardon, la communication, c'est pas seulement verbal, c'est aussi le non-verbal. Ok? Alors, on peut ignorer quelqu'un, on peut rouler les yeux, toutes les expressions qu'on a en Afrique, on en a beaucoup, hein, comme les bruits, je le vois souvent dans les écoles où les enfants vont faire quelque chose. Moi, je comprends pas pourquoi il fait ça, parce que c'est pas dans ma culture. Alors, je me sens insultée ou je me sens, qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Pourquoi elle fait ce son? Pourquoi elle fait ce geste? Alors, c'est vraiment de dire, qu'est-ce que tu as voulu exprimer par ça? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vraiment de, comme, enlever tous les malentendus qui vont, impacter la communication. OK? Encore une fois, l'écoute. C'est pas seulement, oui, je communique comme il faut, mais est-ce que je suis écoutée? Ou j'écoute l'autre? Parce que si je parle dans le vide, ou quand je parle à un mur, ou quand je parle à quelqu'un que je vois qu'il n'est pas en train de m'écouter, ou je peux te parler, puis tu me regardes, ou tu fais des gestes qui montrent que tu n'écoutes pas vraiment, là. Comme je veux dire, je parle, mais je parle à un mur. Alors, encore écouter, c'est pas seulement les oreilles, c'est aussi, tu peux écouter avec l'expression, tout ça, c'est le langage corporel, c'est dans la communication. On parle, puis on écoute. Et dans l'écoute, c'est aussi l'attitude, c'est le style, c'est tout ça. OK? Alors, l'écoute active améliore l'empathie. Si tu me parles, si je vous parlais que vous étiez en train de regarder ou vous parlez entre vous, c'est pas une écoute active. OK? Donc, quand tu écoutes quelqu'un, la personne que tu écoutes et qui voit que tu es en train d'écouter, il faut que tu as de l'empathie, tu as du respect pour cette personne, tu acceptes cette personne. Les jeunes qui sont capables de bien écouter les autres sont davantage réceptifs aux besoins et aux perspectives des autres, ce qui peut renforcer les relations sociales et donc les relations saines. Alors, je le dis comme ça, mais je parle des jeunes, mais pensons à nous. Parce que moi, si j'ai pas ces valeurs, comment est-ce que je peux aider les jeunes à gérer les conflits? Si je ne peux pas m'auto-réguler, comment est-ce que je peux le transmettre aux jeunes? Alors, ça nous regarde aussi. OK? Avant même de l'inculquer aux jeunes, il faut savoir si nous, on comprend ce que c'est. OK? Alors, l'écoute projette beaucoup ton attitude, ton empathie, ton acceptation de l'autre, c'est dans l'écoute. Parce que sans ça, la personne va même dire à qui je m'adresse parce que je ne suis pas écoutée, je ne suis pas considérée. Okay? Alors, l'empathie, c'est ça exactement, je viens de le dire. C'est un élément essentiel à la résolution des conflits. Et on mentionne des relations positives. Les jeunes apprennent à mettre dans la peau de l'autre. Ils peuvent ainsi développer de nouvelles perspectives, aborder les autres avec plus de compassion. Si je suis en conflit avec quelqu'un et que je dis, on est en conflit parce que je n'aime pas, par exemple, qu'il parle dans la langue que je comprends pas, ou là, je vous dis des choses qui se disent dans les écoles, surtout les écoles élémentaires. J'aime pas sa nourriture, ça pue. J'aime pas sa couleur de peau. J'aime pas ses cheveux. J'aime pas, c'est vraiment comme, la différence me dérange. Mais ils n'ont pas le mot pour le dire. Mais tu n'as pas besoin d'aimer. Tu as besoin de respecter, même si tu comprends pas. OK? Et qu'est-ce que tu ne comprends pas? Parce que peut-être dire que je n'aime pas, ça veut dire que ça me dérange quelque part, mais qu'est-ce qui te dérange? Alors, de établir cette communication, ils veulent dire non, c'est pas, je veux pas du mal, mais peut-être que il y a quelque chose qui me dérange dans ça, ils vont trouver une solution. Mais c'est vraiment je vois la réaction toujours des adultes, on est choqués, parce que nous, on ne peut pas le dire, du moins ouvertement, et on saute à dire, on ne dit pas ça!
on commence à donner des punitions, on commence à donner des conséquences, sans aller voir pourquoi cet enfant a fait ça. Peut-être qu'il a entendu, le dit, ou c'est sa façon de le dire, mais il faut qu'il apprenne à comment dire ça. OK. C'est quoi le besoin? Pourquoi je suis dérangée? Pourquoi j'ai pas l'empathie de l'autre? Parce que les enfants, normalement, n'ont pas des idées préconçues. Il va réagir par les émotions, mais c'est vraiment qu'est-ce qu'il pense. Il pense à quoi? Tu penses à quoi? Pourquoi tu as dit ça d'abord? Est-ce qu'il y a d'autres moyens ou d'autres façons de le dire? Des fois, tu vas dire non, c'est pas ça que je voulais, mais il a dit un mot qui était comme, puis là, ça explose parce que l'autre le prend justement comme, oh, il n'est pas empathique à moi, il n'aime pas, c'est juste sa façon ou pas d'autre façon, parce que si c'est la façon qu'il connaît, puis qu'il voit quelqu'un qui le dit ou qui le fait autrement, ça va le déranger. Il va exprimer son indifférence ou son rejet parce qu'il est dérangé. Alors, va chercher le besoin qui est derrière le geste ou le rejet, le manque de respect, avant même de punir l'enfant, de l'envoyer vers les conséquences, vous juste de lui dire, ça se dit pas. Les plus jeunes, ils vont te confronter à dire pourquoi pas? Pourquoi ça se dit pas? Donc, En fait, ouais. je vais vous poser une question. Ouais. Par exemple, un enfant qui entend quelque chose à la maison, bien qu'il répète en fait un comportement de son parent. Je veux dire que comment, comment le parent peut trouver ça justement comme un manque de respect? Si c'est lui qui a l'habitude de répéter ça devant l'enfant. Parce qu'on est hypocrite, comme je dis. Il y a des choses qui se pensent mais qui se disent pas. OK? Donc, on va dire des fois, la plupart des fois, des parents vont parler ou les adultes vont parler sans se rendre compte que les enfants écoutent. Mais l'enfant va le prendre peut-être au premier degré où il va l'entendre. Ça se dit dans le milieu clos de la famille, ça se dit pas à l'extérieur. Et puis il va le répéter à un moment. Si tu parles de quelqu'un, on parle de Angela, quand tu veux Angela, le petit va te dire, ah, Angela, c'est toi qui as fait ça ou qui a dit ça. En fait, on t'aime pas, ou on aime tes cheveux. Quelque chose comme ça qui m'est arrivé, mais je pense que après, je vais en parler. Oui. Alors, de dire que pourquoi les parents, en fait, c'est que les parents sont surpris de voir que les enfants ont cette attitude et ils oublient que ils ont appris ça à la maison. Mais eux, ils n'ont pas de filtre, ou ils ne savent pas quoi le dire, comment le dire, ou que ça se dit pas. Tout simplement. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très, très attention, justement, quand on inculque les habiletés sociales, les compétences sociales, les relations saines. L'idée, on dit toujours aux enfants, traite l'autre comme tu voudrais être traité. C'est tout. Ça s'arrête là. Et les enfants comprennent ça, mais il va justement te dire, tu vas voir que ça vient de quelque part. C'est pas inné. Et même si c'est quelque chose qui vient naturellement, pour les enfants, c'est innocent. Ça vient comment dire, de l'ignorance, pas pour faire mal. OK? Et la plupart du temps, quand ça va, évidemment, les enfants aussi, ils ont le vice. Quand il va voir que ça fait mal, il va l'utiliser toujours comme une arme contre les personnes dans le moment de conflit. Mais ça vient de quelque part. OK? Alors, les filtres, c'est important. Les filtres, c'est ça fait partie des habiletés sociales. Tout ça, ça se traduit par quoi? Les gestes de gentillesse. Quand tu vois un enfant, oh, il est gentil, il est poli, il est tout ça. Il n'est pas né comme ça. Il a été socialisé comme ça. OK? Comme un enfant qui vient, qui dit des mauvais mots, qui a des gestes impolis, qui ne considère pas les autres, à moins qu'il ait des troubles, on a parlé de tous les troubles que les enfants peuvent avoir, qui va impacter son comportement, son filtre et ses attitudes. Normalement, ils deviennent ce que nous, on a fait de ces enfants. OK? Et comme je dis, les conflits ce sont des occasions de corriger le tir. C'est pas le moment de les juger eux-mêmes. OK? De lui dire, tais-toi, tu ne fais pas ça, je te punis. Tout ce qu'il va faire, c'est que il va dire, OK, je vais arrêter de le faire quand la personne est ici. Mais parce que je ne sais pas pourquoi je ne dois pas l'arrêter, je vais le faire quand il est pas là. Tout simplement.
Donc, l'idée, c'est pas de lui dire ça se dit pas, c'est de lui dire pourquoi ça se dit pas. Et c'est toujours à partir de la place de l'empathie. Avec l'empathie et la considération et le respect de l'autre, c'est là justement que tu te dis, si c'était moi, ça me ferait mal. Donc, tu te mets à la place de l'autre. C'est difficile de le faire quand on est blessé. Oui, évidemment. Mais le biais, ça vient d'où? Les biais, justement, ça vient de la socialisation. Parce que le biais, c'est toujours quoi? C'est toujours de partir de ma considération, de mon interprétation, de mes valeurs, de ma zone de confort. Mais, et ne pas se mettre comment on dit ça? Se mettre à, je trouve pas le nom là. C'est on se juge pas. Nous, on pense que nous, ce qui est confortable à nous, c'est ça qui devrait être. Même si on se soucie pas si l'autre ça va ou ça va pas. Donc, oui, on se met pas en question. On se met jamais en question. Quand on se met jamais en question, on ne considère pas l'autre. OK? So, on peut dire, t'as pas besoin d'aimer, t'as pas besoin d'avoir les mêmes idées que les autres, mais le respect fait que même si tu es inconfortable, OK, tu ne peux pas dépasser les limites du confort de l'autre pour ton confort à toi. Ça s'arrête. OK? Et même si tu es inconfortable, c'est pas de dire, je ne vais pas exprimer mon inconfort, ma différence d'idée, tout ça, mais c'est comment l'exprimer. Tu l'exprimes en tenant compte que la personne qui est en face de toi a aussi des besoins, a aussi des idées, même si c'est pas la même chose, mais c'est justement la communication. La communication va faire que on va trouver un terrain d'attente où tout le monde va se sentir respecté. Et même si on n'a pas le 100% de ce qu'on veut, mais on trouve un terrain d'entente. C'est ça la discussion. Okay? Mais c'est vraiment d'où on part, comment on le dit, ok, et comment on avance ensemble. Et comment ne pas parce que les conflits qui tournent en rond, ça veut dire qu'on n'a pas grand, tout simplement. Donc, on se bute toujours sur le même problème, on revient, on l'évite, on contourne. Il faut toujours, si le problème, si le conflit n'a pas trouvé un terrain d'entente, il va revenir. OK? Tant que vous êtes ensemble sur le même terrain, il va revenir, à moins que vous vous évitiez. OK? Alors, là, on parle justement des jeunes. Dans les activités, dans les écoles, ou même tes propres enfants ou dans ta propre famille. On parle des enfants, mais encore une fois, ça part de nous. OK? Comment les parents résolvent les conflits? C'est comme ça que les enfants vont résoudre leurs conflits. C'est comme ça qu'ils vont apprendre comment résoudre les conflits. C'est comme ça qu'ils vont apprendre à comment exprimer leurs émotions de façon empathique et respectueuse ou pas. Ça se comprend? On peut agenter. OK. Donc, je sais pas si j'ai. OK. Ça, c'est juste des gentillesses, justement, que je dis. C'est pas les gestes, les attitudes, les mots que on va juger que la personne est vraiment respectueuse, empathique et tout ça. OK? La reconnaissance et la gestion des émotions. Les jeunes expriment les émotions de diverses manières en fonction de leur expérience personnelle, sociale et culturelle, évidemment. Donc, eux, ils parlent comme ils ont été socialisés. Les jeunes peuvent apprendre comment les pensées, les émotions et les actions sont liées. Ils peuvent ainsi explorer les façons on reconnaît les émotions, gérer et exprimer les sentiments, réagir face à des personnes de manière appropriée, avec compassion, tout en reconnaissant des identités sociales et culturelles. Donc, le principe est simple. Ce qu'on pense devient ce qu'on ressent, et ce qu'on ressent devient ce qu'on fait. Peu importe qui on est. Donc, si on veut vraiment gérer nos émotions, tu dis à un enfant, mais arrête, calme-toi, ou même de ne pas comprendre pourquoi cette personne réagit comme ça, puis l'autre réagit comme ça devant une même situation. Pourquoi? Parce que ça vient de ce qu'on pense de la situation. OK? Si, par exemple, Madeleine nous dit quelque chose, et que moi je le prends de façon négative, je vais réagir négativement envers elle. Toi, tu l'as pris d'une autre façon, tu vas avoir une réaction qui est complètement différente alors qu'elle nous a dit le même mot. Ça vient de ce qu'on a pensé de cette situation. Oh, donc elle veut dire ça.
Moi, je me fâche, toi, c'est comme, pourquoi tu te fâches? Mm. Tu n'as pas compris ce qu'elle a dit? Non? Donc, c'est vraiment d'apprendre aux jeunes, OK, c'est quoi tes pensées? Qu'est-ce que tu penses? Et la pensée, qu'est-ce qu'il va te dire? C'est ça qui va définir son besoin. Et le besoin est toujours lié à l'émotion. OK? Donc, comment je vais réagir, ça va justement dépendre de qu'est-ce que je ressens. Est-ce que vous comprenez? Donc, si tu veux aller corriger le conflit et tout ça, va voir ce que les gens pensent de la situation. C'est là que justement vous allez trouver c'est quoi le problème. Chacun, c'est comme je dis, je vois de ça, de ce côté, tu vas me dire ça c'est lisse. Moi, je vais te dire non, non, c'est pas lisse, c'est coupé. Parce que toi, tu vois pas ici. Est-ce que tu comprends? Donc, et là, c'est à moi de vous dire, regarde, maintenant vous voyez quoi? Parce que toi, tu peux voir maintenant les deux côtés, vous allez voir, ah, les côtés ne sont pas pareils. Alors, vous allez avoir la même perspective. Avec la même perspective, vous allez trouver maintenant, donc l'émotion va changer et vous allez trouver la solution quand vous regardez dans la même direction. Est-ce que vous comprenez? Donc, tu peux pas dire à quelqu'un, arrête de pleurer, arrête de crier, arrête de jurer, arrête de faire quoi. Là, tu es en train de dire, arrête ton action. Mais et tu peux aussi assumer que, pourquoi tu es fâché? Non, je suis pas fâché, je suis juste frustré ou je suis fatigué. Donc, l'émotion va être exprimée par rapport à la pensée de la situation. Va voir la pensée, corrige la pensée, va voir ce que le besoin de la personne, c'est ce que le besoin s'exprime par l'émotion. Et si tu veux changer l'action, tu dois remonter vers la pensée et l'émotion, puis après, tu proposes des solutions par rapport à l'action. Ça a du sens? OK. Alors, c'est pour ça que la reconnaissance, la gestion des émotions, c'est très important dans la résolution des conflits ou dans les compétences sociales. Okay? C'est de toi dire, arrête de crier, il est toujours émotionnel et tout ça. L'émotion n'a rien à voir. L'émotion vient de la pensée. Donc, on ne juge pas l'émotion, on comprend la pensée. C'est l'importance de comprendre la pensée, justement, c'est quoi? C'est le besoin. OK? Et justement, comprendre. Aider les jeunes à comprendre, reconnaître les propres sentiments, celles des autres, sans jugement, améliorer la conscience de soi, l'empathie, favoriser le développement des relations saines. Les jeunes apprennent à reconnaître la relation qui existe entre les pensées, les sentiments et les actions. C'est ce que je viens de dire. OK? Alors, il faut comprendre. Dans la compréhension, on apprend à gérer les émotions. Quand on a compris, on ajuste ses émotions, et quand on ajuste ses émotions, on réagit différemment. Okay? Jauger l'intensité de nos émotions et de nos niveaux d'énergie est un élément fondamental dans le développement de l'autorégulation. En évaluant les émotions du moment, le jeune peut apprendre à gérer ses émotions, à se calmer, à adopter le ton pour aider à prévenir les conflits. C'est ce que je vous ai dit, l'échelle des émotions. Si tu vois que tu es dans le rouge, c'est pas le moment de régler les émotions. Pourquoi? Parce que tu ne penses plus. Tu peux même demander à un jeune qui crie, qui se roule la tête, qui il essaie de te dire ce qui ne va pas, tu ne vas pas comprendre parce qu'il est vraiment dans la crise. Alors, l'aider à se calmer, des techniques de respiration, on s'éloigner, on compte, il y a plein de techniques pour se calmer. Tu peux prendre le temps, va respirer. Ça, c'est comme reconnecte avec tes pensées. Viens m'exprimer ta pensée. Parce que si je suis en crise émotionnelle, je ne pense plus. Je ne me demande pas de te dire qu'est-ce que je pense. Je vais juste parler et ce sont les émotions qui vont sortir. Alors, c'est vraiment de évaluer l'intensité émotionnelle dans laquelle tu es pour voir si c'est le moment de régler les conflits ou pas. Ça vaut pour nous. Si tu parles avec tes émotions, tu vas dire des bêtises. Et puis après, tu vas dire, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai dit et tout ça. Et non, c'est pas moi. Vraiment. Alors que si tu es calme, ou si tu le dis avant que ça soit dans le rouge, ça va sortir autrement, ça va sortir de façon plus calme. Alors, juger avant de résoudre des conflits, c'est vraiment de voir dans quelle intensité émotionnelle on est. Ok, c'est important. Reconnaître les émotions, les sentiments des autres, ça c'est sûr. Quand tu juger les sentiments, l'émotion et tout ça de façon personnelle, c'est aussi de voir d'autres
Est-ce que l'autre est vraiment dans le temps de régler les conflits? Est-ce qu'il est dans l'émotion qui est acceptable pour régler les conflits? Sinon, bah, tu acceptes aussi qu'il peut dire non, pas pour le moment. Ou tu peux même lui dire, écoute, je vois que tu es vraiment dans le rouge là. Est-ce qu'on peut parler de ça autrefois? OK? Et c'est aussi de dire, quand je suis dans l'émotion, je suis tendance à parler de moi, mes émotions, comment je me sens, comme ça. OK. C'est bien de parler de comment on se sent, même quand on revient pour parler, on parle en jeu. OK? Parce que quand tu parles en tu accuses, tu juges. Tu m'as fait ça, tu m'as fait ça, tu m'as fait ça. Mais une fois que tu t'es autorégulé, tu es capable d'exprimer tes émotions avec calme et de parler de toi. Voilà comment je me sens. Quand tu. OK? Ça veut dire l'impact de ce qui s'est passé. C'est comme ça que je l'ai vu, c'est comme ça que je l'ai interprété et c'est comme ça que je me sens comme ça. Donc, tu es capable de dire, l'autre est capable de dire, mais c'est pas ça que je voulais dire. OK? Donc, on est capable de parler de la perspective de chaque personne et de ajuster les émotions et donc maintenant ajuster les actions ou les réactions. OK? Donc, c'est important aussi, c'est vraiment dans la communication. Même pour nous. Si tu parles en jeu, je me sens vraiment frustrée, je me sens pas bien, je me sens pas respectée, que tu me respectes pas, tu me juges. Est-ce que vous comprenez la différence? Si j'arrive et je te dis, tu fais ça, évidemment, tu vas aller sur le défensif, mais c'est pas vrai, mais si je dis, mais je me sens vraiment pas respectée quand tu me dis ça, ou ça m'a fait vraiment mal quand tu as dit ça. Donc, tu commences par, tu peux pas négocier ou dire non, tu n'es pas fâché. Non, tu peux pas discuter de ça. OK, mais tu peux discuter, je n'ai pas fait ça. Oui. Ou ce n'est pas ça que je veux. Donc, tu peux discuter de ton action, mais tu peux pas discuter de l'émotion de l'autre. OK? Donc, quand tu viens parler de toi, tu te mets dans la vulnérabilité. Quand tu te mets dans la vulnérabilité, tu es humble. Et l'attitude humble invite à l'empathie. Tu comprends ce que je veux dire? Quand tu invites à l'empathie, la personne descend. OK? Et est capable de dire, oh, c'est vrai. Même si c'est pas vrai, même si c'est mal interprété, mais le fait de penser déjà que la personne se sent mal, ça crée de l'empathie et ça te met pas sur la défensive. Donc, tu es capable de l'écouter avec empathie et de dire, oh, je m'excuse ou ce n'est pas vraiment ça que je voulais. Donc, ça crée déjà, ça enlève la barrière de communication, de conflit. OK? Oui, je pense que oui, ça devrait être comme ça pour tout le monde. Je pense qu'il faut, peut-être que je suis pas contente, je pense qu'il faut aussi, comme vous l'avez dit avant, assurer que vos enfants ou mes enfants futurs sont entourés d'une communauté pas mal saine et qui veulent en discuter de leurs opinions et tout ça, parce que la seule chose quand on communique ouvertement avec les gens, c'est que quand tu rencontres des gens qui sont narcissiques, ils vont utiliser ces ouvertures et pour vous manipuler. Alors, il faut juste aussi regarder pas juste entendre ce que les gens disent, mais aussi voir ce qui est fait, parce que parfois, on peut nous dire, oh, mais je ne veux pas te faire du mal, mais vraiment, on voulait. C'est juste ça qui est mal. Alors. Oui. Donc, c'est tous de l'empathie. On peut le voir. On peut voir tout ça, mais je veux dire que comme on ne peut pas prévoir ce que l'autre va faire ou son intention, on s'entraîne à s'auto-réguler, puis à parler de façon que moi, je me mets dans une position où j'attire pas l'agressivité. Parce que de toute façon, si je veux vraiment exprimer mes émotions et que je les exprime d'une façon agressive, je vais fermer la communication et je vais fermer l'empathie. Donc, ça veut dire que personne ne va même pas valider mes émotions. Ils vont aller dans une zone où je dois me défendre. Je vais sur la défensive, je vais m'expliquer ou m'exprimer ou comme me défendre en fait. Parce que personne ne veut admettre que oui. Bah, à moins que vraiment elle dise oui, c'est ça que je voulais faire. Je voulais vraiment te faire mal. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Alors, les compétences, ça vient
toujours, ça nous regarde, nous, parce que ça nous protège. Les compétences sociales, comme compétences, habileté sociale, l'empathie, la communication, le respect, ça nous aide d'abord, nous, parce qu'on se protège, et ça nous protège aussi contre les agresseurs, parce que ça te met dans une position d'humilité et de communication positive, de façon que on valide beaucoup plus tes émotions que quand tu viens en agression ou en réaction. Donc, c'est l'autorégulation, les compétences, les habiletés sociales, ça nous sert d'abord à nous dans la communication. OK? Et aussi, ce que ça nous sert, c'est par rapport à nous, comment on développe notre attitude, notre communication, le rapport à l'autre, mais c'est aussi que ça nous aide parce que ça assainit les rapports avec l'autre. Alors, on peut pas s'attendre à ce qu'on soit empathique envers toi, on soit respectueux envers toi, on communique positivement avec toi si toi, tu ne le fais. Donc, c'est pour ça que quand on rencontre un enfant qui va te dire bonjour madame, merci madame, waouh, c'est comme ça attire l'empathie, ça attire la sympathie déjà avec cet enfant-là. Et si tu vois quelqu'un qui est en réaction, qui jure, qui dit des mauvais mots, c'est vraiment qu'il y a des problèmes de comportement puis d'attitude, ça crée des barrières, ça ferme l'empathie, ça ferme la validation. Donc, c'est bien d'inculquer à l'enfant tu te tiens à la bonne place, ok, avec une bonne attitude, avec des bonnes habiletés sociales. Euh, ce sont des outils qui aident les gens à naviguer dans la société. Parce que on peut pas prévoir ce qu'on va rencontrer, mais quand on se protège avec ça, on se met en fait en sécurité par rapport à la société, par rapport aux autres. Donc, si ton enfant a des problèmes de comportement, d'attitude, de communication, il va attirer des problèmes. Il va toujours attirer des problèmes autour de lui. Mais s'il a il a acquis des habiletés sociales dès le jeune âge, ça va le protéger dans la société. Parce il va susciter l'empathie, il va susciter la sympathie, le respect lui-même. Je ne sais pas si vous voyez, mais comment tu traites les autres, ça te revient. Absolument. Ça te revient parce que ce sont des habiletés sociales vont t'ouvrir des portes et fermer. Qu'on le veuille pas. À moins que tu sois dans une position de pouvoir où tu peux décider de tout, mais en même temps, même avec ça, là, ça fonctionne pas. OK? Il y a des fois, les gens qui sont dans des positions de pouvoir, ils utilisent le pouvoir pour contrôler, manipuler, tout ça. Mais c'est parce que ces gens, ils ont un manque. Ils savent pas comment diriger, comment être des leaders sans imposer la peur et le contrôle. Mais ça, c'est pas le problème de l'environnement, des subordonnés ou du militaire, c'est le problème à eux, personnel. Comment peut-être ils ont été socialisés, comment est-ce qu'ils prennent en considération ou prennent besoin des pensées, des besoins des autres. C'est pas son problème. C'est juste moi. Il faut que ce soit à ma façon. Il faut que ce soit toujours le problème des autres, pas mon problème. Donc, se mettre jamais en question ces personnes-là. Ça vient de loin. Ça commence pas quand on est dans une position de pouvoir ou un leader ou un directeur ou non. Si vous voyez quelqu'un qui a vraiment besoin de manipuler pour avoir ses résultats, de même contrôler ou d'utiliser l'oppression, c'est parce que il n'a pas appris à le faire positivement. Il pense que c'est comme ça qu'on veut arriver à des résultats. Donc, il manque d'empathie, manque de respect. Il va le dire, je vais utiliser tous les moyens sont bons du moment que moi, j'ai ce que je veux. Et ça ne s'apprend pas quand on est dans une position de pouvoir, d'adulte, ça commence si tu regardes cette personne, comment il a été socialisé, comment ses besoins ont été pris en considération, en charge, ça va te dire qui il est. Ça commence pas quand on est adulte. Donc, c'est vraiment important d'assainir l'environnement dans lequel l'enfant grandit, de prendre soin de ses émotions, comment gérer mes émotions, comment les m'autoréguler, parce que ça te permet d'avoir des relations saines avec l'autrui, avec ton environnement. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Je pense que on a fini. On était dans
Ouais. Je sais pas si vous n'avez pas d'autres questions, mais notre conclusion, c'est que les compétences sociales, telles que la communication efficace, l'empathie, la résolution des conflits, sont essentielles pour cultiver les relations saines et harmonieuses. En développant ces compétences, nous pouvons améliorer nos interactions avec les autres et contribuer à un environnement social positif et enrichissant. Chacun a un devoir social à bien se comporter et l'addition de tout ça, c'est ça qui crée une communauté ou une société saine. Voilà, merci. Mais franchement, merci beaucoup. Merci De rien, de rien, pour de rien, de rien. cette session qui a été vraiment enrichissante pour tous, je pense. Donc, notre 5e et avant-dernier atelier en présentiel au sujet de la santé mentale prend fin et nous espérons vous retrouver le samedi prochain, le 1er juin, pour le dernier atelier en présentiel. Venez nombreux, nous vous y attendons.